Le cerveau créatif. Ce soir, c'est avec ma casquette d'enseignante. Il y en a qui sont là. Processus créatif, outils créatifs, auprès d'étudiants en école de design, maintenant diplômés, bientôt post-diplômés, pré-diplômés, et avec celle de formatrice créativité innovation auprès de collaborateurs en entreprise que je me présente à vous. J'ai écrit récemment un livre que certains ont peut-être pu voir au niveau -1 tout à l'heure, qui illustre une partie de mes propos. Ça tombait bien, il y avait plein d'images, ça en faisait la pub, ça vous donnait envie, c'est raté. Le cerveau ou la fabrique du bonheur. Oui, il est là quand même. Hein. Et dont je propose une dédicace aussi. Oh, c'est génial. Ah, ça pouvait pas. J'adore, j'adore. C'est beaucoup plus convivial finalement. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà. Donc il y aura une dédicace dans un deuxième temps dans le hall d'accueil pour celles et ceux qui voudraient avoir une dédicace. Alors dans d'autres espaces-temps, je suis aussi neuroartiste, cofondatrice et co-directrice avec Emmanuel qui est là, Carrère, du CIM So, Centre international de musicothérapie et de sonothérapie. C'est un centre de formation qui s'adresse avant tout au personnel soignant. Et on a la chance d'avoir du personnel soignant qui a été formé ici. Quand au départ j'arrivais avec un bol quand je donnais des cours, notamment de modèles vivants, mais après posture créative, et les élèves me voyaient avec mes bols, ils se disaient « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Fermez les yeux. « Ah non, qu'est-ce qu'elle veut nous faire faire ?» Et puis après, la semaine d'après, 15 jours après, « Vous êtes venu avec vos bols ?» Vous allez voir, quand on ferme les yeux et qu'on se met en disponibilité vibratoire, je pense que vous allez voir qu'on illustre à cet endroit-là le passage d'un mode cérébral à un autre. Docteur en arts et sciences de l'art à l'université Paris-Sorbonne, j'ai fait 2 conférences dans ce très beau lieu. Aujourd'hui, mon intention est de partager quelques éclairages neuroscientifiques pour vous donner des clés d'activation de vos inépuisables ressources créatives. Comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment en modifier les automatismes, nous offre l'opportunité d'harmoniser valeurs et actions dans la transformation des obstacles en ressources. Alors, mon propos est séparé en... Ça me fait rire, hein. Venez à ma place. Mon propos était donc réparti de la manière suivante. Le cerveau est plastique, le cerveau est terriblement paresseux, et le cerveau est youpi, très créatif, heureusement. Le cerveau est plastique. Alors, on commence à en entendre parler. Hein. Il y a quand même de plus en plus d'articles qui confirment qu'en fait, l'homme est le sculpteur de son cerveau. C'est une phrase que je dois à la philosophe française Catherine Malabou. Et parce qu'elle résume bien à cet endroit qu'on a longtemps cru que le cerveau stabilisait sa formation vers l'âge adulte et qu'ensuite s'ensuivait une lente et terrible dégénérescence cérébrale ratée. On avait tort, youpi, c'était sans compter sur la neuroplasticité. Au bout, jusqu'au bout, on peut apprendre. Si vous avez votre maman, votre grand-mère, une personne d'un âge avancé qui tombe fou ou folle amoureuse d'une personne de son âge et qui est étrangère et qui parle par exemple le chinois, le japonais, n'empêchez pas votre grand-mère d'apprendre le chinois ou le japonais. On appelle ça la motivation intrinsèque, sa plasticité cérébrale est totale, elle apprendra beaucoup plus vite que vous. Ça, c'est réjouissant quand même. Donc, parce que notre cerveau est plastique, nos interactions quotidiennes ont un potentiel impact sur notre matière cérébrale. Plus une collection est sollicitée, plus elle se consolide. Toute activité qui stimule suffisamment le cerveau en modifie la structure et le fonctionnement. Que nous soyons en train de réfléchir, que nous pratiquions un sport, un instrument de musique ou que nous ayons simplement la tête dans les étoiles, on appelle ça le mode par défaut. J'adore le mode par défaut. Le cerveau est plastique, donc adaptatif, mais il nécessite répétition pour consolider les nouveaux apprentissages. Modifier des habitudes, des modes de pensée, oblige à associer ambition dans l'intention de changement, de la détermination et beaucoup d'humilité parce que cela prend du temps. Personne n'imagine devenir un grand pianiste, un grand tennisman en quelques leçons. La plasticité cérébrale, c'est pareil, ambition, humilité, détermination. C'est indispensable, cette détermination est indispensable à tout désir de modification comportementale. Et je crois qu'aujourd'hui, on est bien stimulé dans cette possibilité
d'activation d'une bascule cérébrale plus adaptée et plus créative par rapport aux défis qui se présentent à nous. Slide numéro 7. Percevoir est interpréter. Elle était belle, hein, vous la retrouverez peut-être dans le livre. Ça, c'est Lionel Nakache. J'ai croisé pas mal de neuroscientifiques, neurochercheurs. Lionel Nakache fait un peu partie de ces rencontres que je n'oublierai pas. C'est un homme étonnant, intelligent, bienveillant, très accessible et plein d'humour. Et alors ça, pour faire passer un message, c'est quand même très efficace. Notre cerveau est plastique, adaptatif, modelable. Donc, et ça c'est quand même essentiel, notre rapport au monde est subjectif. T'as raison, j'ai raison, non, t'as raison, il a raison, qui a raison? Rapport au monde subjectif, percevoir est interprété, il va falloir prendre le temps pour essayer de clarifier qui, quoi ou comment, où on en est et qu'est-ce qu'on pense en fait finalement d'une situation. L'homme n'a pas de connaissance directe de la réalité. Chacun développe un rapport au monde intime, singulier, basé sur son histoire familiale, intra-utéro déjà, ça commence, son environnement social, professionnel, culturel, mais aussi spirituel, géographique et politique. Les pensées développées dès l'enfance définissent nos choix et construisent nos croyances, qu'elles soient aidantes ou limitantes. Notre cerveau rassemble les informations filtrées, et là on va pouvoir faire un exercice que je ne pensais pas pouvoir faire parce qu'on devait être dans la nuit totale. Donc on va changer d'exercice, ça va être très bien. Bref, j'y vais. Notre cerveau rassemble les informations filtrées en construisant une vision du monde en harmonie avec nos croyances. Une croyance peut au départ nous protéger, mais nous empêcher dans un second temps de répondre aux évolutions du monde et surtout à nos besoins. Remettre en question nos croyances limitantes est un premier pas pour se donner de nouvelles chances de réaliser nos rêves. Il fonctionne bien. Je jette au fur et à mesure, je ne vais pas me planter. On va se retrouver avec un truc, ça va être très, très important. Slide numéro 8, tous biaisés. Sur la route, genre en fait j'attendais ça, vous savez, c'est comme les One Woman Show. On en a fait une bonne, puis ça n'a pas beaucoup fait réagir. Sur la route des croyances limitantes se trouvent aussi les biais cognitifs. On en entend là aussi beaucoup parler, plasticité cérébrale, biais cognitifs. C'est à cause de tes biais, t'es biaisé, on va pas y arriver, non mais ça c'est tes biais, tes croyances. Oui, les miens, pourquoi pas aussi. Hein. Un biais, c'est quand on croit prendre une décision rapide, justifiée, raisonnée, alors qu'elle est, écoutez bien, systématique, subjective et inconsciente. Souvent utile, ce filtre mental est cependant à la base de jugements erronés. Il freine les envies d'inconnu et les capacités d'adaptation. On va le faire là maintenant. Parce que ça, c'est plutôt un exercice de filtre attentionnel, mais ça illustre un petit peu la façon dont on interprète notre rapport au monde. Alors, j'ai des fils qui dépassent. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, puisque là, nous nous voyons toutes et tous. Je vais vous demander de regarder autour de vous les éléments qui seraient, par exemple, verts. Des vêtements verts, des bijoux verts, des choses vertes. Voilà, voilà, Nina, sort ton gilet. On a du vert là-bas, que celles qui sont en vert ne se cachent pas. Voilà, donc regardez bien autour de vous. Il y a du vert partout, voilà. Oui, du VERT. Voilà. Et là, bon, je descends le cerveau, je l'utiliserai tout à l'heure. Oui, c'est ça. En fait, je vais le balancer tout à l'heure. Ça va être joli. On va faire un exercice de créer un icebreaker d'ouverture et de fermeture. Il y en a qui adorent, hein, mais pas Camille. Alors, donc, vous avez bien mémorisé ce qui était vert autour de vous, de la couleur verte. Je vais vous proposer, si vous le voulez bien, merci, de fermer les yeux. Je ne vous sauterai pas dessus, je ne partirai pas. Voilà, fermez les yeux un instant et essayez de faire remonter le nombre de choses vertes, pas de personnes, en tout cas de choses vertes, que vous avez donc pu mémoriser. 1, 2, 3.
Et tout en gardant les yeux fermés, je vais vous proposer de lever, je vais proposer à ceux qui se souviennent d'au moins 5 objets, vêtements verts, de lever la main. Plus de 5 objets, vêtements verts. Bon, c'est déjà pas mal. Et plus de 10 objets ou vêtements verts. Bon, il n'y a pas grand monde, hein. Et gardez les yeux fermés, qui se souvient de plus de 5 objets orange? Ah, elle a triché. Ah, j'adore cet exercice. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un gars qui a fait un TEDx génial. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, j'ai porté votre attention sur une couleur. Or, le biais, la croyance, elle fait la même chose. Elle vous amène à filtrer votre environnement en fonction de ce qui vous semble être faisable, pas faisable, acceptable, audible. Le biais et les croyances servent à ça. Alors, c'est super intéressant quand il faut aller vite d'un problème à une solution. Dans le quotidien, c'est génial. C'est génial, on ne se prend pas trop la tête, voilà. Et puis, en plus, il y a quelque chose de supplémentaire, une vague de récompense dopaminergique, c'est-à-dire une production de dopamine dans le cerveau, est produite lorsque nos intuitions, mais aussi nos certitudes sont validées par notre environnement. Les réseaux sociaux s'appuient largement sur ce mécanisme cérébral, dans une obstruction radicale et efficace à une prise de recul par rapport à nos croyances et à nos opinions. L'ouverture à l'altérité et au dialogue ne sont pas prévues au programme des data. Alors, beaucoup de biais, hein. Si vous allez sur Internet, vous avez une roue totale, il y en a, je ne sais pas, 300. Bon, je vais simplement partager avec vous 3 des plus importants, des plus connus aussi. Le biais de négativité, là, il est important. La pensée négative voyage plus vite dans le cerveau et a un poids plus important que la pensée positive. Le traitement de faits négatifs, qui sont plus complexes à gérer que les faits positifs, mobilise plus de ressources cognitives et attentionnelles. C'est la raison pour laquelle nous nous souvenons mieux d'événements douloureux que de faits heureux. On dit, ça c'est Jonathan Lehman qui dit, on appelle ça le cerveau négatif. Le biais de confirmation, l'un des plus connus, des plus puissants, nous amène à donner beaucoup plus de poids à des informations qui renforcent une opinion sur une croyance initiale. Nous cherchons toujours les arguments qui vont en ce sens. Je pense que vous vous êtes déjà pris au piège de recevoir plein d'informations qui confirment votre croyance et un article qui aurait tendance à titiller ce que vous croyez être la réalité de la situation. À ce moment-là, on le vire très vite. On retourne, voilà, on va se simplifier la vie. Hein, j'ai lu ça, ce que tu m'as dit là c'est sympa, mais bon, non, ça ne m'intéresse pas, on va pas se faire... C'est fatigant quand même de remettre en cause ses croyances, hein, enfin, c'est une réalité, on verra ça tout à l'heure. Le biais de conformité, il nous pousse à agir et à penser de la même manière que les membres de notre groupe de référence. L'être humain est un animal social, il a besoin d'appartenir à un groupe, même si paradoxalement on valide et on valorise beaucoup la notion d'individu et d'individualité aujourd'hui. Il nous permet de nous sentir en sécurité, d'éviter les conflits. Les réseaux sociaux, donc, s'appuient sur ce biais, comme sur celui de confirmation, grâce à leurs algorithmes en nous suggérant des amis ou des informations qui nous brossent dans le sens du poil et ça c'est pas un détail, synchronisent nos émotions. Je reçois un like, pof, un peu de dopamine. Je reçois un follower supplémentaire, tac, encore un peu de dopamine. Et on ne se rend pas compte, 1 heure, 2 heures, 3 heures devant son écran, et puis en plus le geste sur l'écran produit un peu d'ocytocine. Enfin, idéal pour rester collé à son téléphone sans se demander si on y a passé une demi-heure ou 1 heure. Alors ce ne serait pas très gênant si ça nous laissait dans une ouverture de cœur qui permette d'augmenter le dialogue, de challenger nos opinions. C'est malheureusement pour l'instant pas encore le cas. Résister à ces biais nécessite de reconnaître humblement leur existence, de se questionner sur l'origine de nos opinions afin de comprendre ce qui nourrit nos décisions et éventuellement de les faire évoluer en fonction des défis à relever. Alors, quand j'accompagne en tant que designer des collaborateurs en entreprise dans un processus de transformation ou d'innovation, je m'assure justement de la diversité des profils engagés dans la démarche. Inviter les personnes récalcitrantes, vous vous souvenez ? Les personnes récalcitrantes, ça assure des échanges de points de vue enrichis. Parce que quand on se retrouve entre soi, hein, c'est sympa, on est tous d'accord, bon, on va passer une belle soirée.
Rassembler des profils complémentaires permet d'éclairer les biais cognitifs de chacun et de co-créer plus efficacement les solutions les plus adaptées aux besoins repérés. Et ça, ce n'est pas un détail. Et alors, cette nuit à minuit, j'ai une petite idée, je la partage. Il est temps de s'intéresser à la biodiversité si nous voulons avancer ensemble. Hein, parce que, voilà, croiser nos croyances, challenger nos biais respectifs, c'est dans la diversité de ces biais que nous parviendrons à créer des narrations collectives, co-créées de manière avec la tête, le corps et le cœur. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce proverbe africain nous rappelle l'importance du collectif pour répondre à des problématiques complexes, éviter des réponses toutes faites, des recettes devenues parfois obsolètes. Et alors, une petite phrase d'Einstein qui, à mon sens, illustre bien ce propos. C'est mieux quand même quand j'ai pas de... Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, je dirais même de conscience. Mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. Réfléchissons, si aujourd'hui notre façon de penser a créé ces obstacles, il est peut-être temps de changer de paradigme afin de s'adapter, de trouver d'autres solutions. Alors là, j'avais une double expérience, slide 9 et 10, expérience des mots croisés. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà faite, à ce moment-là, vous pourrez peut-être y retourner. C'est une expérience que je trouve assez efficace, où on a une série de mots. Rouge, vert, bleu, jaune, orange, bleu, vert, rouge, etc. Et sur les premières slides, les mots sont écrits dans la couleur. C'est-à-dire que le mot bleu est écrit en bleu, le mot rouge en rouge, etc. Donc tout le monde lit ça, bastoche quoi, rouge, vert, bleu. Hein. La deuxième slide, le mot vert est écrit en rouge, le mot bleu est écrit en jaune, le mot jaune est écrit en noir, et là on est waouh, là ça prend un peu de temps. Ce que j'apprécie en fait dans cette expérimentation, c'est que vous êtes à ce moment-là, dans cette expérience, obligé de faire la bascule dont on va parler juste derrière. Vous allez passer d'un mode de lecture connu et simple à un mode de lecture complexe. Alors, partie numéro 2, mais le cerveau est paresseux. Il est paresseux. Le mode mentaux principaux. Voilà, le cerveau. Je l'ouvre, hémisphère droit, hémisphère gauche. Partie droite gère la partie gauche au niveau moteur gère la partie droite. Au centre, plein de petites choses merveilleuses. Hein. Le cerveau reptilien, ici le système limbique, où se trouve une grande partie des glandes cérébrales. Et tout autour, là, cette petite partie, enfin, cette grosse partie rose avec plein de plis, hein, les fameux plis cérébraux. Là, à cet endroit-là, notamment ici, on a le cerveau préfrontal. Donc, mode mental automatique, celui sur lequel vous avez en fait, vous auriez pu faire cette expérience simple, facile. C'est le mode mental sur lequel en fait on est au quotidien. C'est un mode mental qui est rapide. C'est un système rapide, automatique, parfaitement adapté aux situations simples et connues. Très efficace au quotidien, c'est celui donc qu'on active la plupart du temps. Alors, il aime contrôler les situations. Le oui mais est un de ses mots favoris, surtout quand il est contrarié dans ses certitudes. Alors là, en créa, hein, dans les règles de créa, c'est non. Ouais, mais ça ne marchera pas. On l'a déjà dit. On n'a pas le temps, ça va coûter super cher. Le pire, oui, mais. Et alors là, c'est totalement impossible. Tu vois ce que je veux dire, Delphine? Ah non, c'est pas possible. Alors là, on est foutu. On passe à autre chose. Il est conformiste, très sensible au regard d'autrui et à son jugement. Alors, ou conjonction de subordination, et alors j'adore, subordination, quoi. Ça va tout à fait avec le mode de fonctionnement le mode cérébral, mode mental automatique. Cette conjonction ou le représente parfaitement. Et alors là, voilà, c'est le mode mental automatique. Quand je me présente, si je suis généreuse. Alors derrière, je ne peux pas être radine, il faut que je fasse gaffe. Je suis dynamique. Mais alors quand je suis molle, vous ne me verrez pas. Avec le mode mental automatique, il faut que je fasse un choix sur ce qui me qualifie sur le long terme. Le seul petit problème, c'est que d'abord, on a le droit de changer. Et que quand on se coince soi-même, ou qu'on se laisse coincer
face aux croyances limitantes, dans un rôle avec un ou deux, allez, soyons généreux, 3 masques, on se refuse la liberté de changer et d'évoluer. Alors, ce mode mental est très efficace, et pour être très efficace, il est paresseux. L'avantage, contrairement au mode mental préfrontal, c'est qu'il demande peu d'efforts. Un petit téléphone qui est là. Vous êtes prié d'éteindre vos téléphones. Ouais. Le cerveau représente 2% de la masse corporelle globale et consomme à peu près quand même 20% de l'énergie totale. 20%. 20%. Et là, il est paresseux. Imaginez quand quelque chose vous prend la tête, que vous êtes fatigué, vous aurez du mal à prendre une décision qui sera en cohérence avec le challenge. Et ça, c'est un peu normal. Le mode mental préfrontal, donc, mode mental automatique, limbique, central, émotionnel. C'est celui par lequel les émotions apparaissent. Le mode mental préfrontal, lui, il est rationnel. C'est le cerveau rationnel, cerveau émotionnel, cerveau rationnel. Il est activé en situation inconnue, complexe. Ce système est plus lent. Vous l'auriez pu évidemment le constater aussi. Il recherche la nuance. Il s'intéresse à l'écosystème dans sa complexité. Il permet de prendre du recul. Il interroge la relation de cause à effet. Il est curieux. Il questionne l'étrange et l'étranger. Il accueille ce qui est étrange, indéterminé, non pas comme un danger, comme le ferait le mode mental automatique, dangereux, pas dangereux, mais comme une ressource capable d'éclairer notamment ses biais et croyances limitantes, capable d'enrichir son rapport subjectif au monde. Évidemment, il lit le monde dans son impermanence. Là, il y en a qui commencent à se dire, oh là là, il y en a beaucoup encore des feuilles. Ça m'arrive des fois pendant des conférences. Non, pas tant que ça. Vous êtes encore là? Ça va? Bon. Non, parce qu'au bout de 20 minutes, on commence à descendre, au bout d'une demi-heure et 45 minutes, et 1 heure et demie, il n'y a plus personne. Voilà. Donc le cortex préfrontal permet de gagner en créativité, en sérénité, en agilité. Il permet d'innover en situation inconnue et complexe. Alors, contrairement au « ou » du mode mental automatique, il est caractérisé par la conjonction de coordination. Alors l'autre, c'est subordination. Il n'y a quand même pas de détails, quoi. Et là, on est dans une conjonction de coordination et. Oui, et. Ce mode mental s'intéresse à l'expérience avant de chercher la solution. Il aime faire des détours, se perdre un peu. Oui, et je peux être colérique. Vous ne l'avez pas encore vu. Et paisible. Je peux être autoritaire, ça, vous avez peut-être un peu rendu compte, et conciliante. Mais bon, faut pas exagérer, hein, autoritaire c'est bien. Hein. Ce qui me qualifie sur le moment dépend en fait de mon état émotionnel, de mon état de fatigue éventuel et de nombreux facteurs contextuels autour. Et ça, le mode mental automatique ne le gère pas. Quand on se dit « je me prends la tête », c'est pas pour rien qu'on a le front dans la main, parce qu'il est vraiment indispensable de commencer à activer cette partie du cerveau. En conclusion de cette partie, l'être humain dans sa relation quotidienne au monde réagit souvent de manière automatique. Il a besoin de sécurité, il résiste à toute forme de changement. Préoccupé par le regard d'autrui, il craint le jugement. Alors c'est très bien hein, au niveau des routines quotidiennes, mais bon, quand nos réponses à une situation d'adversité sont inefficaces, c'est qu'on a choisi le mauvais mode cérébral et qu'il faut un peu faire la bascule et on va voir très vite comment. Alors, pas de raison sans émotion. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, et ça c'est... Bon, mes élèves, quand je leur dis essayez de retenir un truc, je leur dis oh, retenez ça, parce que vous savez, les capacités d'attention sont fragiles chez l'être humain, particulièrement chez les jeunes. Ça ne sera pas enregistré, j'espère. Hein. La grande liberté, je me dis, ça va pas passer après, c'est génial. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cerveau humain est d'abord un cerveau émotionnel. Nos émotions se présentent plus vite à lui que notre raison et influencent directement nos choix. Il n'y a pas de raison sans émotion. Vous pourrez avoir envie de prendre la décision la plus raisonnable possible. Elle s'appuiera sur vos biais, vos croyances et les émotions qui auront accompagné l'expérience que vous aurez faite. C'est la qualité de la relation entre le cerveau émotionnel et rationnel qui définit la pertinence de nos comportements quotidiens. L'émotion joue un rôle direct dans les processus de raisonnement et la prise de décision. Une seule
respiration de pleine conscience, permet de prendre le temps indispensable pour passer de la réaction à l'action. Une respiration de pleine conscience, de l'émotion à la raison. Il s'agit de prendre de la distance émotionnelle essentielle au choix de la réponse la plus adaptée. Là, du coup, on va faire une petite expérience. J'aurais pu emmener un bol, tant qu'on y était, puisque c'est plus convivial. Si vous le voulez bien, alors je vais vous proposer de fermer les yeux, mais après vous les rouvrez, sinon je vais être un peu mal. Voilà, on va simplement, je vais vous proposer de fermer les yeux quelques instants, je vais les fermer moi-même. Et je vais vous proposer de vous concentrer sur votre respiration au niveau de l'abdomen, tranquillement. Vous allez peut-être constater que votre abdomen se gonfle sur l'inspire et se dégonfle sur l'expire, pardon. Vous allez peut-être constater que votre respiration sur l'inspire soulève les épaules qui redescendent sur l'expire. Et vous allez peut-être entendre les bruits autour. Et vous allez surtout prendre de la distance avec votre cerveau compulsif. Alors je vous propose de revenir avec moi, de rouvrir les yeux. Cette expérience, quand on ferme les yeux, c'était Milan Kundera qui disait « Si vous voulez voir l'infini, fermez les yeux ». Parce que l'infini est beaucoup plus disponible quand on a les yeux fermés, couverts. On comprend pourquoi avec notre façon radicale de tout contrôler, notamment avec ces 95% de rapport visuel au monde. Quand on ferme les yeux, on devient un peu plus fragile, donc un peu plus disponible, et notamment éventuellement à l'expérience étonnante. Hein. C'est aussi un moment, comme vous avez suivi votre respiration, où normalement, avec un peu de chance, vous n'avez pas laissé vos pensées vous traverser. 60 000 pensées par jour, je ne sais pas qui a pu définir qu'on en avait 60 000, je pense que j'en ai beaucoup plus. Il y en a qui trouvent qu'ils en ont beaucoup moins, mais en tout cas, elles sont très nombreuses. Et la plupart d'entre elles sont totalement involontaires, incontrôlées. Hein. Et quand on a envie de se rendre en disponibilité préfrontale, disponible à l'autre, il faut vraiment faire silence. Silence par rapport à tout ce que l'on a envie de projeter, de ce que l'on croit connaître du monde, grâce à notre mode mental automatique. Alors ici, on parle d'intelligence émotionnelle. Les émotions nous renseignent à chaque instant sur la qualité de notre rapport au monde. Elles nous informent de nos besoins fondamentaux. Être à l'écoute de nos émotions, les accueillir, nourrit notre intelligence émotionnelle, un des moteurs les plus puissants du lien, de la créativité et du bien-être. Aujourd'hui en entreprise, on parle de plus en plus au niveau des intelligences, de l'intelligence de créativité, de l'intelligence émotionnelle, et on comprend pourquoi dans les défis que nous traversons aujourd'hui, la possibilité de prendre des décisions collectives efficaces nécessite d'augmenter ses capacités d'intelligence émotionnelle et d'ouverture à l'altérité et aux opinions qui ne nous semblent pas au départ particulièrement séduisantes. Alors, le pouvoir de la narration. Prendre des décisions avec un cerveau total, c'est-à-dire activation émotionnelle, mode mental automatique, activation préfrontale, raisonnable. La narration tient une place de choix à cet endroit. On trouve un espace d'expression apaisé, efficace. Système limbique et préfrontal sont sollicités de concert et ils permettent d'engager de nouvelles pratiques de façon pérenne. Pour nous adapter aux changements, sortir de nos conditionnements, il faut créer de nouveaux récits collectifs en activant le cerveau total. Ce sont des narrations qui nous permettent d'esquisser nos futurs. C'est au moyen d'histoires que nous donnons du sens à notre monde, que nous révélons nos valeurs et donnons forme à nos rêves, nos espoirs, mais aussi nos peurs. Une façon de prédire le monde est bien de le rêver. La narration, ce que j'apprécie beaucoup dans mon travail en tant que designer, en dehors des étapes qu'on franchit, en dehors de l'activation de cette posture préfrontale, du fait de se questionner, de s'interroger sur pourquoi cette chose m'a irrité, pourquoi cet homme est-il récalcitrant, pourquoi je suis énervée par l'autre. L'autre est un peu un révélateur, un miroir de ce que nous avons aussi à travailler intérieurement, et plutôt que de sortir le récalcitrant, on devrait le remercier de nous permettre
de révéler à certains endroits des obstacles sur lesquels nous avons la possibilité de travailler. Et la narration, elle permet, quand on travaille en design, hein, sur la dernière étape, le prototypage, on travaille sur les scénarios d'usage, et quoi que l'on trouve comme solution, on raconte une histoire. Et on raconte une histoire pas pour enfumer l'autre, on raconte une histoire parce que nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'activer nos émotions et notre raison, pas de raison sans émotion, afin de nous engager de manière co-créative vers des solutions. Il y a du boulot. Alors, slide 18, le cerveau est créatif. Voilà, il était plastique, il est paresseux, mais heureusement, il est créatif. Alors, une phrase que j'utilise avec beaucoup de plaisir, un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Voilà, alors on se souvient toutes et tous, plus ou moins, d'enfants qui nous accompagnent, qui sont les nôtres ou pas, dans la forêt, et alors il faut vraiment prendre son temps, quoi. Parce que l'enfant s'arrête devant, on ne sait pas très bien, un caillou, une feuille, une herbe, et alors on attend. Waouh, ça doit être merveilleux. Je ne vois pas, je comprends pas, mais waouh, c'est sympa. Donc voilà, on voit à cet endroit l'enfant développer ses capacités d'émerveillement, remettre sur le... Parce que si on repasse la semaine prochaine, il va s'émerveiller de nouveau sur le même brin d'herbe et le même caillou. Hein? Donc, qui s'émerveille à chaque jour qui passe sur le même enfant, le même parent, le même mari, la même femme, en se disant « Wow, brand new hein? » C'est intéressant, hein? Mais c'est aussi comme ça que l'on définit de manière créative la qualité relationnelle qu'on peut avoir avec les gens qui nous entourent, et surtout ceux qu'on aime. Alors, l'adulte dans tout ça. Alors, la créativité... Alors, beaucoup de préjugés sur la créativité. On est créatif ou on ne l'est pas. Alors, j'ose pas vous demander... Ah si, je vais vous le demander, allez. Qui se sent créatif? Allez. Bon, alors, vous avez le droit. Alors, maintenant, tout le monde, vous pouvez tous lever la main. Là, allez. Parce que ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Toutes et tous potentiellement créatifs. La créativité, capacité d'adaptation en situation d'adversité. Vous n'êtes pas en phase d'adversité quotidienne, là je voulais faire un poulet rôti, j'ai pas de poulet, j'ai plus de four. Je voulais me promener en forêt, ma voiture marche pas et mon vélo a été embarqué par ma fille, par exemple. Hein, je voulais prendre le train, pof, je l'ai raté. Voilà. Capacité d'adaptation en situation d'adversité. Le créatif, c'est pas waouh, la personne créative, c'est celui qui a écrit un bouquin, c'est l'artiste plasticien. Hein, c'est l'Eureka, voilà, celui qui est créatif, pof, la solution lui tombe dessus comme ça d'un seul coup. Ah, pas du tout. Mais pas du tout. La créativité, c'est pas pour les experts. La créativité, en fait, c'est un processus. Un processus. Une énergie, un état d'esprit. Et comme le cerveau est plastique, la créativité s'apprend, se muscle et elle se décide. Elle se décide. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude active. Là, ce matin, je vais au bureau. Bon, ça va me prendre un peu plus de temps. Je vais marcher lentement et je vais redécouvrir la route qui me sépare de mon appart au métro. Là, ça va prendre du temps. Hein? Et je vais regarder les gens que je croise. Je vais les regarder avec curiosité. En commençant déjà par ceux qui sont dans la maison. Oh, il est beau. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Hein? Touriste à la maison. C'est ça, touriste à la maison, voilà. Capacité d'émerveillement, c'est facile de s'émerveiller face à une personne qu'on n'avait jamais vue, face à un super paysage. C'est beaucoup plus difficile de s'émerveiller près de quelqu'un qu'on connaît ou sur des routes que l'on a déjà traversées plusieurs fois. Challenger le quotidien pour voir les choses avec curiosité et émerveillement. Ça se décide, ça c'est certain. Ça prend du temps. Le mode mental préfrontal, il est lent. Lent. J'adore la lenteur. L'homme pressé est déjà mort. Heureusement qu'il ne parle pas de femme. Alors, c'est le regard curieux que vous choisissez de poser sur votre environnement quotidien, votre capacité à vous émerveiller de situations routinières. La créativité nous fait le cadeau de redécouvrir le quotidien dans sa dimension précieuse, unique
dans la puissance de son impermanence. Alors être créatif, ça veut dire quoi? Savoir être solitaire, se mettre en observation, comme le petit là, avec son brin d'herbe et son caillou, que ça nous énerve. Aimer vivre évidemment de nouvelles expériences, être à l'écoute des autres, curieux des autres, surtout quand ils nous irritent. Sortir de sa zone de confort. Il y en a plein d'autres évidemment. Faire silence pour laisser... Oh oui, sortir de sa zone de... Bah oui, c'est très... Ça fait partie des règles de créa. Sortir de sa zone de confort. C'est une grosse injonction quand on travaille en école de design. Hein. Et après peut-être aussi. Ça c'était un aparté. Alors, capacité d'adaptation en situation d'adversité, ça je vous l'ai dit, parce que comme ça me gave, parce que de toute façon il n'y a plus de slide, maintenant j'y vais, free will. Voilà. Bon, quand même. Reconnaître que nous avons des ressources créatives quotidiennes légitiment l'activation de nos potentiels d'adaptation au monde. S'il y a bien un souhait que je porte entre le moment où vous serez rentré ici et où vous ressortirez, c'est que vous vous sentiez légitime dans le fait de regarder et redécouvrir des choses qui sont d'une banalité incroyable si on ne s'arrête pas tranquillement devant. La créativité se décide. Et plus vous musclez cette créativité, plus vous vous mettez en disponibilité préfrontale, plus ce sera facile. Et plus vous serez gourmand de l'autre, quel qu'il soit. Et moins vous aurez besoin d'activer vos réseaux de récompense dopaminergiques. Ils s'activeront dans un deuxième, troisième temps, ou peut-être même dans un premier temps, tellement vous serez heureux de découvrir l'autre. Là aussi, bon, c'est du boulot, mais bon, on a la vie. Hein. Donc, alors, la créativité, ça c'est Einstein, encore, 2 fois, c'est tout. C'est l'intelligence qui s'amuse, c'est l'intelligence qui s'amuse. La personne créative comprend qu'elle a les ressources pour rebondir face à une difficulté. Elle sait que chaque défi contient un cadeau, car il l'oblige à trouver de nouvelles réponses, de challenger ses valeurs, et nourrit en retour sa confiance, le cadeau de l'audace. L'ignorant n'a pas connaissance de ses pouvoirs de transformation et peut entrer facilement en état de stress, poussé par ses croyances limitantes et ses multiples impossibles. Son ignorance nourrit sa souffrance. Nous sommes tous, à certains endroits, à plein d'endroits, ignorants, et dans cette ignorance, nous souffrons parce que nous ne comprenons pas, nous mettons de côté, mais il se passe quelque chose au niveau cérébral qui dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas parce qu'on n'est pas allé basculer vers le préfrontal en disant « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Face à l'adversité, le créatif se réjouit, l'ignorant s'enfuit. Développer sa créativité participe de la transformation des obstacles en défis. C'est un premier pas vers la liberté de décision et l'autonomie. Alors il y a d'autres phrases comme ça, créer c'est résister. Je trouve ça pas mal. Alors maintenant que vous avez compris, hein, c'est résister aux biais, résister aux croyances, aux préjugés, aux réponses toutes faites, aux généralités. J'en donnerai pas, j'en ai trop. Alors, un point intéressant, c'est dans un livre que Catherine Malabou a écrit, elle fait la différence entre adaptation et flexibilité. Et alors là, je laisse à chacun d'entre vous la possibilité de décider si elle dit vrai ou pas. Hein. Pour la philosophe Catherine Malabou, être flexible, c'est s'adapter sans créativité, donc sans s'engager réellement. On ne s'engage pas quand on ne co-crée pas tête, corps, cœur, raison, émotion, les solutions de manière collective. On se soumet. Pour elle, le modèle de flexibilité sociale illustre la plasticité moins son génie. Une personne ne concédera profondément à un changement que si elle y participe, s'y engage de manière active, souvent en co-création, en y donnant du sens, en exprimant du plaisir à la tâche. Et là, je crois que je n'avais pas mis travamuser. Ah si, travamuser. Travamuser. Qu'est-ce que ça veut dire travamuser? Hein? Allez. Travailler, s'amuser. Voilà, travailler, s'amuser. Isabelle Jacob, une femme extraordinaire,
qui avait un organisme de formation à la créativité que nous avons été plusieurs à apprécier, hein, pour le moins. Travailler, s'amuser, travailler, raison, s'amuser, émotion. Toujours activation des deux cerveaux. Il s'agit de donner envie à chacun de contribuer sincèrement et collectivement au changement et non pas de l'imposer. Il est question d'harmoniser raison et émotion. Et alors l'exemple que je donne, qui est un exemple, je pense, qui devrait parler à un certain nombre parmi vous, il est question de passer de la sobriété punitive à la sobriété heureuse. Rabbi, hein, pour la deuxième phrase. La première, j'ai oublié. Hein, sobriété heureuse. Sobriété heureuse. Suspendre le jugement. Alors, la suspension de jugement, c'est une posture incontournable, très préfrontale. Il faut passer de « t'en penses quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont en penser ?» à « mais qu'est-ce que j'en pense vraiment ? Qu'est-ce que là, à l'intérieur, j'ai envie d'en faire ? Comment est-ce que je mets mes stratégies en veille ? Comment j'accueille le présent dans ses infinies possibilités ? Suspendre le jugement, c'est faire silence, se mettre à l'écoute des signaux faibles. On demande souvent, et j'ai été la première à le faire, hein, en situation d'adversité, je vais voir mes copines, je raconte, qu'est-ce que t'en penses, et l'autre, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui se passe? La personne qui vous écoute, elle n'est pas dans un rapport émotionnel de confusion automatique par rapport à la situation. Donc elle peut être sur une dimension plus raisonnable, distance, prise de recul, et elle verra les choses donc avec plus de tranquillité et de sérénité, et elle sera en capacité, évidemment, à ce moment-là, éventuellement, de vous donner des pistes d'explication. Sauf que les réponses, vous les avez. Sauf que le cerveau, il en envoie tellement dans ses biais de négativité et ses pensées, le cerveau négatif et le cerveau compulsif, qu'on n'entend pas les solutions. Nous sommes les vraies personnes en capacité d'entendre les réponses. Mais il y a tellement de bruit, beaucoup, hein, ben, qu'elles n'ont pas la place, quoi. Et on verra à quel endroit on peut faire cesser ce bruit, comme on l'a fait d'une certaine manière il y a quelques instants. Suspendons le jugement, remplacer le oui mais par le oui et. Oui mais ça va pas, c'est pas possible. Oui et, dis-moi en plus, on va voir comment on va pouvoir éventuellement voir la nuance, décrypter la complexité, et puis agir peut-être sur ce levier qui est le seul levier qui rend cette situation impossible. Et peut-être que dans 3 ans, 5 ans, 2 mois, cet impossible sera tout à fait possible. Mais là, j'ai une spécialiste dans la salle. Je parle ici des impossibles de Marc Raison, notamment les fameuses idées jaunes. L'erreur comme source d'apprentissage, évidemment, ça va avec. Mandela rappelle, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Il rappelle ici que faire des erreurs, c'est apprendre. Le biais d'aversion à la perte, encore un biais. Le cerveau a horreur de se tromper, vous avez dû le remarquer quand même. Si l'erreur n'est pas mise en perspective positive. L'erreur, dans ce cas de perspective positive, déclenche une reconfiguration des réseaux neuronaux et permet au cerveau de se corriger. Test and learn, et test and learn, et la fameuse itération design qui permet d'aller chercher, de se tromper, de grandir et d'avancer. Apprendre de ses erreurs, mais aussi de celles des autres, nécessite de mettre en place un cadre bienveillant et stimulant. Évidemment, si vous êtes à l'école et qu'on vous dit « Oh là 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 là, trop nul, ça va pas du tout, tu es ou tu n'es ». Alors là, voilà, mode mental automatique, on est cadré, c'est bon, on a le masque, on a du mal à s'en sortir. L'effet Pygmalion, il est dans sa disponibilité pour un prof d'aller vers l'élève, quel qu'il soit, de lui faire confiance. De s'assurer que de toute façon, ça prendra le temps, les chemins que ça doit prendre, mais l'élève, l'étudiant, la personne y arrivera. Parce qu'on est tous singuliers, on n'a pas besoin, on ne peut pas utiliser les mêmes outils et emprunter les mêmes routes. Donc, innover suppose d'accepter de ne pas tout savoir et de se mettre en posture d'explorateur. Il est important de mieux comprendre nos rapports émotionnels à l'erreur vis-à-vis de soi et des autres, d'en définir les bénéfices, les effets motivants et favorables au succès, car craindre l'échec n'autorise pas l'erreur. C'est du boulot, hein. La créativité pour incarner sa vie. Alors là, je vais me permettre de partager avec vous quelques-unes des clés que j'active,
plus ou moins régulièrement, pour me mettre en disponibilité préfrontale, pour être curieuse, pour être en paix, pour être disponible et être en capacité d'aller chercher des solutions qui, justement, ne sont pas dans mon catalogue de recettes. Alors, prendre soin de soi, d'abord. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure, 2% de la masse totale, 20% d'énergie. Si je suis fatiguée, si j'ai pas bien dormi, si j'ai pas bien mangé, il va pas falloir qu'on me demande d'être disponible. Et d'ailleurs, il m'arrive de temps en temps, je ne sais pas si je l'avais fait avec vous, d'arriver en cours, d'être fatiguée, de prévenir mes élèves. En leur disant, là les chéris, vous êtes mignons, mais il va falloir augmenter vos capacités d'attention, de disponibilité, parce que je vais avoir du mal, moi, à être totalement disponible. Ce qui permet à un élève qui arrive le matin, de mauvais poil, d'exprimer cette difficulté, cette fragilité. Je l'ai vécu il y a quelques mois. Un élève était là, il était installé, il était prostré, manifestement il n'était pas content d'être là. Et donc je lui ai simplement demandé s'il allait bien, hein, si je pouvais l'aider par rapport à la situation dans laquelle il était. Il m'a dit simplement non, non, je suis très contrarié, je suis fatigué, c'est pas grave. Et puis, pof, il est passé à autre chose. Il avait déposé l'état dans lequel il était, et derrière, il a simplement, il s'est rendu disponible parce qu'il avait pu déposer. Alors, mettre son corps en mouvement, le mettre au soleil, bien sûr, cultiver la sobriété digitale, hein, les datas, on a bien vu, biais de négativité, confirmation, conformité, distracteur externe. Bon, quand on a un téléphone qui est simplement sur vibreur, il y a un petit bout du cerveau qui attend, on ne sait jamais, je vais peut-être rater un truc, on appelle ça les FOMO. Fear of missing out. Hein. Est-ce que quelqu'un m'aurait appelé oh là là, je retourne sur ma boîte mail, est-ce que j'ai pas raté un truc, hein. Fear of missing out. Voilà. Faire des pauses. Alors, j'ai réalisé un peu en relation avec la situation Covid dans laquelle on était. À ce moment-là, j'étais encore prof de modèle vivant. Alors, prof de modèle vivant en distanciel, face à l'adversité, le créatif se réjouit. Ça a mis du temps, hein. C'était pas... Voilà. Mais bon, on a trouvé des alternatives, on s'est beaucoup marré, enfin, je vous passe les détails, c'était très intéressant. Et du coup, voilà, en distanciel, en présentiel, capacité d'attention moyenne, 20 minutes, pic à 12, au bout d'une demi-heure, on en parle à moitié, 45 minutes, on passe à autre chose. 1h30, j'en parle même pas. Donc j'ai créé des cartes pauses. Des cartes où les gens prenaient simplement le temps de s'étirer, où les gens regardaient autre part, où les personnes fermaient les yeux pour écouter quel était leur environnement sonore, où on faisait un portrait chinois. Ben là, tiens, là tout de suite, moi si j'étais un animal, ben, je serais ça, si j'étais un objet, je serais ça, etc. Et donc je les ai développées et dans un deuxième temps, elles ont été publiées par les éditions d'Angle. C'est un jeu de cartes pause, il y en a 84, je crois, à peu près. Et le dos de ces cartes est en fait structuré avec 9 couleurs différentes qui correspondent aux 8 couleurs des intelligences multiples de Howard Gardner. Howard Gardner, un jour, a été interrogé, on ne comprenait pas pourquoi le test de QI ne fonctionnait pas vraiment, en tout cas pas pour tout le monde, et on lui a demandé d'aller challenger qu'est-ce que l'intelligence humaine finalement. Évidemment, il est allé voir des enfants, hein, leur plasticité cérébrale est encore voilà, un peu plus disponible que la nôtre. Et en fait, il a constaté que dans leur motivation intrinsèque, les enfants, quand ils sont petits, développent des capacités différentes. Il y en a un qui aura envie de danser tout le temps, il y en a un autre, il aura envie d'être un peu seul, de bouquiner, il y en a un troisième, il va peindre, le quatrième, il sera là, toujours en train de voir, j'ai envie de bouger, danser, il y en a un, etc. etc. Et donc, ces 8 intelligences, ce bouquet d'intelligence est disponible chez chacun d'entre nous à la naissance, un peu comme les capacités de créativité. Sauf que, avec la façon dont notre cerveau plastique est modelé par rapport à l'éducation que nous recevons, hein, familiale, évidemment, sociale, éducation, politique, etc., au fur et à mesure, il y a des intelligences qu'on met en valeur. Le test du QI a valorisé pendant de très nombreuses années, un test de QI Binet au début du XXe siècle, l'intelligence verbale linguistique et l'intelligence, celle que j'adore, pour ça je l'oublie chaque fois, la logique mathématique.
Voilà. Voilà. Et évidemment, quand on est dyscalculique et dyslexique, on est mal barré. Sauf que justement, les 10 sont connus comme étant des personnes particulièrement créatives parce que capacité d'adaptation en situation d'adversité. Et là, on ne refait pas l'histoire. Donc voilà, ces cartes poses, on les utilise pour soi, on les utilise avec d'autres. Je connais des personnes en entreprise qui distribuent le matin à chacun et chacune de leurs collaborateurs une carte que la personne, de manière libre, utilisera, réutilisera, puisque tout n'est qu'impermanence. Si je fais mon petit portrait chinois le matin et que je me définis en tant qu'objet, un peu comme une vieille chaussette, parce que vraiment j'ai pas assez dormi, peut-être qu'en début d'app, en tant qu'objet, je me définirais comme une plume légère, parce que j'aurais récupéré de la disponibilité, etc. Et ces exercices permettent, surtout quand on les répète sur une même journée, de sentir toute la richesse de notre singularité dans son déploiement temporel. Ça, c'était l'art de faire des bascules. La pause n'est donc pas une activité optionnelle. Mieux nous nous reposons, mieux nous travaillons, mieux nous gérons nos émotions et nos capacités de décision, et ce n'est pas un détail. Il m'est arrivé d'avoir, par exemple, j'ai travaillé avec les gradués de programme, donc des personnes qui arrivaient voilà, de Chine, du Japon, de Norvège, de plein de pays qui avaient un décalage horaire important quand même. Pour certains, ils viennent arriver le jour d'avant, ils étaient, mais enfin, vous imaginez un peu, dans une capacité de disponibilité préfrontale réduite. Je proposais à ce moment-là que la personne aille, j'avais des tatamis, je disais, va 20 minutes, une demi-heure. Parce que sinon c'est là, vous savez, les gens, vous avez des fois dans vos réunions des gens qui sont là. Et là vous dites, ah non, ça va pas. Prendre le temps. Je ne suis pas disponible, je suis fatiguée. Il vaut mieux, je demande toujours aux personnes avec lesquelles je travaille, à mes étudiants, prends soin de toi, apprends à écouter tes ressources et tes limites. Si là, maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, écoute-le, reconnais-le et voyons ce qu'on peut en faire. Ensuite, célébrer l'instant présent. Bon, le cerveau est compulsif, hein, je vous le disais tout à l'heure, 60 000 pensées. Alors, comment mettre ces stratégies envahissantes en silence? Déguster, prendre le temps de déguster. Le premier thé, le premier café sera le premier et le dernier de votre vie. Ça ne sera jamais la même eau, ni le même café, ni le même moment. Et chaque instant est précieux. Et si on arrive à un moment de se dire, de temps en temps dans la journée, là je vais me concentrer sur cette action, je vais être en pleine présence à cette action, on ne sera pas sur le mode mental automatique. On ne sera pas traversé par ses pensées, on sera simplement en disponibilité. Et là on fait silence. Et c'est pas pour rien que dans les, je pense à Villebouzin évidemment, hein, que dans tous ces instituts où on retrouve des personnes en psychiatrie, des personnes vulnérables, fragiles, qui ont fait des burn-out, qui sont en dépression profonde, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on installe, merci Christophe André, la méditation de pleine conscience, pour leur permettre justement à un moment de trouver un espace de silence entre ces pensées négatives qui se superposent les unes aux autres. Alors, il se raconte que la compulsivité du mental, contre la compulsivité du mental, une pratique de 10 minutes par jour de méditation rend plus heureux, plus intelligent, permet de vivre plus longtemps. Ah bah, c'est un peu tentant, oui, ça m'étonne. La gratitude. Alors, le cerveau est compulsif. En face, on peut pratiquer quelques instants voilà, de pleine présence au moment. Le cerveau est négatif. Les pensées négatives, je vous l'avais dit tout à l'heure, ont un poids plus important que les positives. Il faut un peu lutter contre cette tendance pour résister à la tyrannie du mental. Cultiver la gratitude. En fait, que votre plaisir soit grand ou soit petit, la quantité d'hormones, des fameuses 4 hormones du bonheur produites sera la même. Le waouh ou le là-bas, ça sera pareil. Sauf qu'après, on a le mental qui récupère, qui déguste, qui prolonge, etc. Donc si on a envie d'être en disponibilité, de gagner en confiance, en sérénité, pour être plus disponible justement à ce qui fait différence, à ce moment-là, faire des choses petites. Petite gratitude, petite fierté, petit moment. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il faut passer d'un état à un état. La bienveillance, c'est on y va, hein, avec ambition et humilité.
Et voilà, vous croisez une personne, vous voyez votre boulangère qui vous fait un sourire, ben, vous pourriez ne pas la voir parce que vous êtes là, oui, merci, bien sûr, ok, vous avez donné la monnaie, mais pas la monnaie. Voilà, restez en contact. Et il y a plein de choses dont on peut se réjouir par jour. C'est Charles Schreiber qui a écrit un bouquin qui s'appelle 3 kiffs par jour. 3 kiffs, 3 moments. Le soir, vous repérez, vous revenez légèrement en arrière, vous fermez les yeux. Voilà, je vais déposer sur mon journal 3 moments agréables que j'ai pu passer. Et les déposer, ça les met déjà, ça les rend encore plus précieux et ça leur donne plus de place. Ça permet aussi, le journal permet de mettre à distance émotionnelle tout ce que l'on vit au quotidien. Journal du matin ou journal du soir, en fonction des envies. Alors là, j'étais censée vous parler de ma pratique artistique. Alors, mon dernier travail. Devant l'adversité, la créativité. Ouais, bah oui, ouais. Mais alors là, j'ai même pas, voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça fait quoi, 15-20 ans que je suis musicothérapeute. Musicothérapeute, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé, je travaille surtout en maison de retraite auprès de personnes vulnérables. J'ai découvert des personnes incroyables, j'ai découvert des singularités étonnante, j'ai été émue mais aux larmes, j'ai été conquise par des silences joyeux, j'ai été surprise de ne pas comprendre et ça me réjouissait de ne pas comprendre. Et en fait, quand j'ai fait mon travail en tant que neuroplasticienne, en tant que doctorante, je me suis rendu compte de l'importance de la plasticité du cerveau, mais aussi de sa dimension plasticante, dégénérative. Et de cette façon dont on efface mode mental automatique assez rapidement, ce qui fait différence, obstacle à la bonne poursuite de ces activités. Et j'ai eu envie de leur rendre hommage à ces personnes différentes. Alors ces personnes âgées, mais aussi toute personne que l'on peut croiser et qu'on ne voit pas, les fameux invisibles aussi. Enfin, pas besoin d'aller trop loin pour que tout le monde le comprenne. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est qu'au départ, je travaillais sur des toiles assez larges, et puis je regardais ces plis cérébraux, je regardais des photos, et je me dis, j'étais complètement fascinée. Et comme je suis un peu graphiste, j'en prenais des petits bouts, et je les fragmentais, en fait, sur mes toiles. Et puis je me suis rendu compte qu'il y a une espèce de récurrence, à un moment qui s'est mise en place, et j'ai pris une feuille, j'ai récolté l'ensemble de ces signes, de ces pictos, sur l'ensemble des toiles que j'avais, et j'en ai récupéré donc un certain nombre, et j'en ai sélectionné 30. Ces 30 signes, alors une amie parle de runes, je trouve ça sympa, c'est une forme de proto-écriture, je disais les signes nomades de l'oubli, l'oubli de soi, l'oubli de l'autre, l'oubli de ce que l'on croit connaître aussi, c'est important. Et en fait, cette proto-écriture, ce que je souhaite, c'est que chaque personne qui la lit puisse y mettre ses propres narrations. Cette proto-écriture, elle est là, elle n'est pas finie pour que vous puissiez vous-même la finir. Quand je masque des cartes avec ces signes, quand je mets ces signes sur un œuf d'autruche, quand je mets ces signes sur des bandes dessinées dont je masque la plupart des titres et des dialogues pour n'en laisser que quelques éléments, c'est pour que chacun puisse, de manière poétique peut-être, légère, en tout cas joyeuse, remplir avec sa différence. Voilà, donc pour moi cette proto-écriture, elle est vraiment dans le prolongement de ce que pourrait être mon activation du préfrontal, mon désir d'accueillir la différence, mon désir de faire accueillir cette différence, parce qu'encore une fois, je crois que j'essaye avec humilité, avec l'humilité du colibri, de participer à la paix dans le monde. La paix dans le monde, c'est la paix en soi. La paix en soi, c'est la possibilité de comprendre comment son cerveau fonctionne, pourquoi, à quel moment on réagit très très fort au lieu d'agir, réagir, émotionnel, action, j'interroge l'émotion. Une émotion n'est qu'une information sur un besoin.
Une émotion, ce n'est qu'une information sur un besoin. Toutes les émotions qui nous traversent toute la journée, quand elles ne sont pas accueillies, sont des informations qui sont rendues inutiles. Avec les fake news et les surproductions d'informations qu'on a tous les jours, s'occuper des informations que notre corps nous propose, ça participe aussi de l'intelligence émotionnelle. Et si on arrive à activer sa posture créative, si on comprend qu'on est légitime dans ses capacités de créativité, à ce moment-là, on se réjouira devant l'adversité, on se retournera vers la personne à côté pour s'engager et co-créer des futurs durables et désirables. Et mes narrations Jiri-type, j'aimerais qu'elles permettent à chacun, c'est ma dernière phrase, de prédire le monde dont il rêve. Voilà, merci.